Et ça, il y a plus que 10 jours avant le premier tour, Shrine Verdure. Oui, et l'affaire McKinsey prend de l'ampleur, forçant l'équipe Macron à multiplier les explications. Alors, je vous rappelle l'histoire. Un rapport du Sénat publié à la mi-mars a pointé du doigt le recours croissant par l'État à des prestataires privés et notamment donc au cabinet McKinsey pour le guider dans son action. Plus d'1 milliard d'euros ont été dépensés en 2021. McKinsey n'a par ailleurs pas payé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020 grâce à de l'optimisation fiscale. Alors l'opposition évidemment crie au scandale. Toutes les réactions sont dans le récap politique de Florent Rodeau et Lucille Latour. C'est l'histoire d'un caillou dans la chaussure du président candidat. McKinsey 1 milliard. 1 milliard. C'est un vrai scandale d'État. Il ne paye pas d'impôts. Il y a des zones d'ombre. Je trouve ça scandaleux, vous voyez. Le cabinet américain de conseil McKinsey touche des millions d'euros de la part du gouvernement français. Des contrats en très forte hausse sous Emmanuel Macron. Ajoutez à cela 0 centime d'impôt sur les sociétés payées en France. Cocktail explosif, l'occasion est trop belle pour les opposants. En gros, des gens qui prennent votre montre pour vous donner l'heure, qui font de beaux PowerPoint, qui essayent de vous montrer comment on peut faire mieux avec moins. Et alors, en réalité, le contribuable dans cette affaire se fait plumer 3 fois. C'est des contrats extrêmement onéreux. Deuxièmement, ces gens ne payent pas d'impôts, en tout cas pour ce qui est de McKinsey. Et troisièmement, souvent, leurs conseils servent à faire baisser la protection sociale et les services publics. Réforme des retraites, de l'éducation nationale ou encore baisse des allocations logement. Le cabinet œuvre contre les intérêts des Français, selon Anne Hidalgo. Pour organiser les choses, non, il a préféré aller chercher un cabinet privé. On ne sait pas vraiment à quoi ça a servi, mais en tous les cas, nous, on n'en a pas vu la couleur, ni même les effets positifs. Plusieurs cadres du parti présidentiel sont des anciens de McKinsey du copinage, dit Nathalie Arthaud. C'est arroser en fait un certain nombre de gens qu'on connaît bien et à qui, voilà, on va leur donner des petits marchés parce qu'il y a tout ça aussi. C'est de la connivence, c'est tout un monde qui parasite en réalité, qui parasite le budget de l'État. Je demande au parquet financier d'ouvrir une enquête. Mais on est dans quelle démocratie? Cette affaire était étouffée. Le président candidat se justifie, ce sont les crises, notamment celle du Covid, qui sont à l'origine de ce budget conseil en hausse. Quand on veut accélérer, aller très vite et très fort sur une politique, il faut parfois avoir recours à des prestataires extérieurs à l'État. Je ne vais pas, moi, justifier de chaque contrat, je ne les connais pas, c'est pas moi qui les ai passés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Voilà pour les réactions. Alors, scandale d'État ou fausse polémique dans la dernière ligne droite avant le premier tour. On fait le point ce soir avec Karina Chabour. Bonsoir Karina. Bonsoir Rachel. Est-ce qu'il y a matière à un véritable McKinsey Gate? Écoutez, rien de comparable avec le Penelope Gate, les soupçons d'emploi fictif de l'épouse de François Fillon en 2017 ou encore les diamants offerts par Bokassa à Valéry Giscard d'Estaing en 1981, des affaires qui leur avaient été à tous deux fatales. Mais il est vrai que depuis 2 semaines, depuis la publication de ce rapport sénatorial, cette affaire enfle, dépasse le cadre des simples réseaux sociaux et commence à être prise très au sérieux par les proches et par le président candidat. On l'a vu hier, 2 de ses ministres, comptes publics et fonctions publiques, sont montés au créneau de clamer que tout cela est légal, qu'il n'y a rien d'illégal, qu'ils ont bien respecté les règles de la commande publique. Mais il est vrai que ce chiffrage, il a augmenté. On parle de plus d'1 milliard d'euros l'an passé. Et c'est un chiffre minimum car les sénateurs n'ont pas eu accès à toutes les prestations de toutes les agences étatiques et gouvernementales. Et donc, il est difficile dans ces conditions d'établir des comparaisons avec des pays voisins ou avec les présidents précédents. Mais en ce qui concerne uniquement McKinsey, on a dit que c'était 1% de toutes ces commandes. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que McKinsey a été associé à bon nombre de chantiers clés de ce quinquennat, que ce soit la gestion de la crise de Covid-19 ou encore la préparation de réformes importantes comme la réforme des retraites ou encore celle de l'assurance chômage ou encore, vous savez, toute cette réflexion autour du rôle futur de l'enseignant qui devait donner lieu à un colloque qui ne s'est jamais tenu. Et là, ça pose la question du rapport qualité-prix, de l'efficacité, de l'efficience, cher à ces cabinets de consulting et puis peut-être aussi au non-recours aux hauts fonctionnaires français qui sont pourtant réputés être de très bonne qualité et le tout dans un contexte budgétaire extrêmement contraint. Ça a quel impact sur la campagne d'Emmanuel Macron, ça?
Alors effectivement, ça tombe très mal puisque ça renforce son image de président des riches, de président de la Startup Nation, ancien banquier d'affaires lui-même, qui d'ailleurs comptait plusieurs consultants de McKinsey dans son cabinet lorsqu'il était à Bercy, qu'il avait épaulé lors de sa campagne de 2017 et dont certains d'ailleurs figurent en bonne place au sein du parti présidentiel. Alors le gouvernement a promis de mettre en place de nouvelles règles déontologiques pour encadrer mieux ces cabinets de conseil sur l'attribution des marchés ou encore sur la publication de leurs prestations. C'est un premier pas vers plus de transparence qui est nécessaire, voire peut-être indispensable, pour ne serait-ce que pouvoir évaluer l'influence réelle de ces cabinets privés dans la sphère publique. Merci beaucoup Karina pour cet éclairage donc, sur l'affaire McKinsey. Et la Macronie, elle sonne la mobilisation générale face à la menace Le Pen. Oui, on en parlait hier, Raphaël. L'écart s'est fortement resserré ces derniers jours entre le président sortant et la candidate du Rassemblement national. Un petit coup d'œil au sondage du jour. Selon l'Ipsos, Emmanuel Macron est crédité de 27% des voix contre 20% pour Marine Le Pen, 15,5% pour Jean-Luc Mélenchon, bien ancré en troisième position. Éric Zemmour est à 11,5%, Valérie Pécresse 9%. Et puis pour les plus petits candidats, Fabien Roussel notamment est à 3%, 2,5% pour Jean Lassalle ou encore 2% pour Anne Hidalgo. Et donc, au second tour, Emmanuel Macron est crédité désormais de 54% des voix, 46% pour la candidate du Rassemblement national. Emmanuel Macron a donc logiquement concentré ses attaques aujourd'hui sur l'extrême droite. Il était à Fouras en Charente-Maritime, un déplacement durant lequel il a aussi défendu son bilan très mitigé, on le sait, en matière d'écologie. Et il a affiché ses ambitions futures pour le climat, lui qui avait jusqu'ici fait campagne à minima. Les précisions de Marie Schuster qui était sur place pour France 24. Nouvelle opération séduction d'Emmanuel Macron à moins de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Après Dijon, le président candidat s'est rendu à Fouras, au large de Fort-Boyard, en Charente-Maritime, où il a vanté les mérites de son bilan en matière d'environnement et présenté son programme pour les 5 années à venir. Un constat contrasté pour les habitants de Fouras que nous avons rencontrés et qui ont pu échanger avec lui. Socialement, écologiquement, c'est une catastrophe et pathétique et on est extrêmement inquiet pour l'avenir si effectivement il est réélu. Alors j'habite pas très loin d'une centrale nucléaire, je suis à 40 km et c'est vrai que j'y pense de temps en temps. C'est vrai que c'est une question très grave, mais je pense qu'en fait on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ou alors il faut tellement changer notre style de vie que la plupart des gens ne l'accepteront pas. Au cœur de son programme, l'investissement dans le nucléaire. Emmanuel Macron veut sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Nous lui avons donc posé l'épineuse question de la gestion des déchets nucléaires. Alors, il y a des sujets qui vont prendre du temps, on le sait bien. Certains de ceux-là, on en prend beaucoup de temps. Mais si on n'investit pas et on n'engage pas, ce sera encore plus loin. Donc ça dépend de l'avancée de la science et de l'innovation technologique. Je souhaite que ce soit le plus rapide possible. Sous mes pieds, l'ancienne déchetterie de Prémagnou où reposent 19 000 mètres cubes de déchets enfouis et charriés par la mer. Emmanuel Macron a promis plus de 3 millions d'euros pour assainir ce site. Les travaux débuteront à la fin de l'année, mais pour se débarrasser de ces déchets domestiques qui se déversent chaque jour dans l'océan, il aura fallu 45 ans. Et on va maintenant s'intéresser à la façon dont les candidats à la présidentielle envisagent les relations entre la France et l'Afrique, Ashrène. Oui, tout au long de la Ve République, Raphaël, les candidats à la présidentielle accordaient une véritable place à cette question. Certains se rendant même sur place pour y chercher notamment des soutiens financiers. Et c'est l'une des dérives de ce qu'on a appelé la France-Afrique. Aujourd'hui, cette page semble tourner, laissant place à une forme d'indifférence de la part des candidats. On en parle ce soir avec Virginie Hertz. Bonsoir Virginie. Bonsoir Ashrène. Rares sont ceux qui ont, disons, une véritable vision des relations que doivent entretenir la France et l'Afrique. En tout cas, le thème de l'immigration est souvent mis en avant et c'est notamment le cas, on le sait, d'Éric Zemmour. Oui, ça a donné lieu presque à un incident diplomatique avec le Sénégal. C'était il y a quelques jours. Éric Zemmour se rendait dans le quartier parisien de la Villette où il est interpellé par un habitant qui raconte son ras-le-bol face aux consommateurs et aux vendeurs de crack. Le candidat de Reconquête rétorque alors qu'il faut renvoyer
renvoyer tous les étrangers et tous les trafiquants et prétend que la plupart des trafiquants, je le cite, sont sénégalais, clandestins et qui n'ont rien à faire ici. Alors la réponse des autorités sénégalaises et de l'ambassade du Sénégal en particulier ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, sur Twitter notamment, on pouvait voir un communiqué qui dénonçait les propos, je cite, d'un racisme primaire incontestable qui relève d'une stigmatisation injurieuse portant gravement atteinte à l'honorabilité de toute une communauté sénégalaise et qui pointait un acharnement obsessionnel de M. Zemmour contre le Sénégal et sa communauté établie en France. Pour rappel, effectivement, en mai dernier déjà, Éric Zemmour, sur une chaîne privée, avait déjà prétendu que tous les trafiquants de crack étaient des Sénégalais. Et sans aller aussi loin qu'Éric Zemmour, d'autres candidats, Virginie, de droite et d'extrême droite, abordent la politique africaine principalement sous l'angle de l'insécurité ou de l'immigration. Oui, absolument. Leur but, c'est de renforcer les frontières et de bloquer l'arrivée de candidats à l'immigration, en particulier non européens. C'est le cas notamment de Marine Le Pen, qui promet de faire du contrôle de l'immigration la priorité de son quinquennat si elle est élue. Elle a tout un programme qui va de la fin du droit du sol au fait de déchoir de leur nationalité les binationaux ou les personnes naturalisées coupables de crimes, la suppression du regroupement familial. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre volet qui est celui de l'aide au développement. Marine Le Pen veut l'augmenter à 0,7% du PIB selon les critères de l'ONU pour justement inciter les candidats à l'immigration à rester chez eux. Et cette idée, on la retrouve dans le programme des Républicains, notamment défendu par Valérie Pécresse, qui dit qu'il faut faire de la coopération pour, je cite, fixer la jeunesse africaine en Afrique. Une idée qu'on trouve aussi dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan, qui parle d'un grand projet de partenariat avec l'Afrique sur son site internet, qui s'inquiète du boom démographique à venir et propose très concrètement d'aider le développement de l'agriculture africaine et d'électrifier le continent. Et pendant ce temps à gauche, Virginie, les candidats insistent plutôt sur un partenariat solidaire avec l'Afrique. Solidaire et surtout, ils insistent aussi sur le potentiel des diasporas. C'est le cas notamment de Yannick Jadot qui parle d'un partenariat solidaire proche du terrain, associant les populations locales et les diasporas. Yannick Jadot qui, au passage, a passé 18 mois au Burkina Faso en tant qu'humanitaire après ses études. Vous avez aussi Anne Hidalgo qui dit que la diaspora est un atout pour la politique française de développement, mais qui met en garde contre le risque de vider les pays de leurs talents. Alors, plus à gauche, vous avez, selon une lecture anticapitaliste, Nathalie Arthaud ou encore Philippe Poutou qui, eux, estiment que la pauvreté est entretenue par les politiques colonialistes, qu'il faut cesser le soutien aux dictatures africaines et mettre fin totalement à la présence militaire française en Afrique. C'est une vision qui est partagée par Jean-Luc Mélenchon, qui lui souhaite une relation France-Afrique basée, je cite, sur la souveraineté des peuples et dénonce, je le cite encore, la politique pourrie d'Emmanuel Macron et sa vision affairiste qui répond aux seuls intérêts bornés des oligarchies. Emmanuel Macron, lui, qui de son côté veut poursuivre, dit-il, la refondation des relations France-Afrique qui ont marqué son premier quinquennat par plusieurs gestes très symboliques, comme par exemple la restitution des œuvres d'art au Bénin. Mais dans la politique africaine est aussi critiquée par certains parce qu'elle s'est traduite par une perte d'influence de la France en Afrique, face notamment à la Russie, à la Turquie et à la Chine. Merci beaucoup Virginie. On vous retrouve donc jeudi prochain pour un autre décryptage. Et c'est déjà la fin de France 2022, l'heure du choix, Raphaël. Et on vous retrouve demain à Shrine, même heure pour France 2022, l'heure du choix. Nous, on se retrouve dans 3 minutes maintenant pour un nouveau journal dans Paris Direct.